Un nouveau témoignage bouleversant relate qu'à bord d'un navire de croisière Carnival, une jeune fille de 18 ans aurait été tuée par son frère par alliance. Le père d'Anna Kepner révèle maintenant, selon les informations, de nouveaux détails choquants sur ce qu'il a vu le jour où le corps de sa fille a été retrouvé. Le frère par alliance de Kepner, âgé de 16 ans, pourrait passer des décennies en prison pour ce qu'il aurait fait. Il était le seul à avoir été vu entrant dans la chambre avec Anna, prétendument la nuit où elle est morte. Quelle pourrait être sa défense alors qu'il attend son procès? Et il le fait en tant qu'homme libre. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je m'appelle Chris Stewart. Salut les gars, très rapidement je veux vous parler de cette application Upside qui vous permet de récupérer de l'argent sur vos achats quotidiens comme l'essence, les courses et les plats à emporter. Tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger gratuitement Upside, de sélectionner une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 points de vente, puis de payer comme d'habitude avec votre carte. Vous vérifiez l'achat, puis vous récupérez de l'argent. Je l'utilise pour l'essence et les plats à emporter. Je cherche les offres, puis je transfère l'argent reçu sur mon compte bancaire via l'application. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 dollars de cashback par an. Alors, pour commencer à obtenir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR et utilisez le code promo OTC pour obtenir un bonus supplémentaire de 25 centimes sur chaque gallon lors de votre premier plein d'essence. À moins de l'avoir vécu, personne ne peut vraiment comprendre la douleur d'une famille en deuil, obligée de s'asseoir dans une salle d'audience et d'écouter chaque détail terrible de ce qui est arrivé à leurs proches. C'est quelque chose que le père d'Anna Kepner dit qu'il ne fera pas si et quand son beau-fils de 16 ans, Timothy Hudson, sera jugé. Hudson doit actuellement comparaître le 1er juin pour des accusations de meurtre et d'agression sexuelle sur Anna Kepner à bord d'un navire de croisière de Carnival en novembre. L'adolescent est jugé comme un adulte devant un tribunal fédéral. Vidéo de Hudson entrant au tribunal fédéral de Miami en février, alors qu'il était encore considéré comme mineur par la justice, accompagné de son avocat. Cette vidéo provient de la chaîne de télévision de TVJ. Et même s'il fait face à des accusations terribles, il est toujours autorisé à vivre avec des membres de sa famille au lieu d'être détenu en prison avant son procès. Nous allons expliquer pourquoi Christopher Kepner, le père d'Anna, affirme qu'il n'assistera pas à ce procès. Nous évoquerons aussi une personne qui, selon lui, sera absente de la salle et ce que cela implique pour la défense. Mais d'abord, je veux expliquer comment nous en sommes arrivés là. Vous connaissez sûrement Anna Kepner et ce qui lui serait arrivé, cet élève de terminale du lycée de Titusville, en Floride, à 3 heures au nord de Miami. En novembre, Kepner a rejoint sa famille pour une croisière. Ses grands-parents ont déclaré à ABC News que ce voyage était une célébration de la réunion d'une famille recomposée. Vous avez le père d'Anna, Christopher Kepner, qui a épousé une femme nommée Chantel Hudson. Et elle est la mère de Timothy Hudson. Maintenant, Christopher Kepner a eu des mots forts pour son beau-fils, dont nous allons parler dans un instant. La famille était à bord de ce navire de croisière Carnival. Il s'appelle l'Horizon, et c'était une croisière qui devait durer environ une semaine. Ils ont fait escale à quelques endroits dans les Caraïbes. Mais la veille de la fin de la croisière, les grands-parents d'Anna ont déclaré à ABC News qu'elle avait dit qu'elle ne se sentait pas bien. Alors elle a décidé de retourner tôt dans sa cabine. Le lendemain matin, lorsque les membres de la famille se sont réveillés et qu'Anna était introuvable, ils ont entendu une annonce concernant une urgence médicale diffusée par haut-parleur. À ce moment, l'équipage a trouvé Anna Kepner, 18 ans, morte dans sa cabine, cachée sous un lit et recouverte de gilets de sauvetage. Voici une vidéo prise par Sheldon Fox, un journaliste de WSVN à Miami, montrant le corps de Kepner transporté hors du navire à son retour à Miami. Une autopsie a révélé qu'Anna Kepner est morte d'une asphyxie mécanique. Quelqu'un lui a fait une clé d'étranglement et l'a tuée. La seule autre personne qui aurait été dans cette cabine avec Anna cette nuit-là était son frère par alliance, Timothy Hudson. Les parents d'Anna leur auraient fait partager une cabine, et cela a été un point de discorde. Selon une autre affaire de garde impliquant la belle-mère d'Anna, c'est la mère biologique de Timothy, Chantel Hudson a déclaré qu'elle n'avait pas donné à Timothy ses médicaments pour l'insomnie et le TDAH la nuit où Anna est décédée. Nous ignorons encore si tout sera pris en compte dans la défense de Timothy. Les grands-parents d'Anna ont déclaré à ABC que Timothy affirme ne se souvenir de rien de ce qui s'est passé, je cite, selon ses propres mots, il dit qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. On peut se demander dans quelle mesure une telle défense serait solide, vu les accusations connues dans cette affaire. La dynamique familiale influencera fortement le déroulement devant le tribunal fédéral. Et non seulement Christopher Kepner ne sera pas présent au procès, mais il a également déclaré au Daily Mail que sa femme, Chantel Hudson, ne sera pas là non plus. C'est la mère biologique de Timothy Hudson.
Maintenant, son fils est poursuivi pour meurtre au premier degré et agression sexuelle aggravée. Et il est possible que la belle-mère d'Anna et le père d'Anna soient appelés comme témoins. Christopher a déclaré au Daily Mail avoir vu le corps de sa fille dans la cabine où l'équipage l'aurait retrouvé. Il était parmi les premiers à la voir. Et encore une fois, elle aurait été étranglée à mort puis cachée sous un lit, recouverte de gilets de sauvetage. Il a dit, je cite, «J'ai vérifié son pouls, je l'ai sorti de sous le lit. Je savais que ma fille était morte avant l'arrivée du médecin légiste.» Il a ajouté, «J'ai entendu toutes les preuves. Je l'ai vu. Ils ont tout ce qu'il faut. Ce sera trop douloureux de revivre tout ça à nouveau.» Le Daily Mail affirme que la nuit où Anna a été tuée, son demi-frère séjournait également dans la chambre avec elle et le frère par alliance d'Anna, Timothy Hudson. Mais ce demi-frère, il est allé se coucher sans savoir que le corps d'Anna était encore dans la cabine. Le lendemain matin, il serait allé au petit déjeuner familial. Le Daily Mail affirme qu'il était avec Timothy Hudson, comme si rien ne s'était passé. Quand Anna n'est pas venue au petit déjeuner, les gens ont commencé à la chercher et ont fait cette horrible découverte. Maintenant, tu évoques la défense de Timothy, qui dit ignorer ce qui s'est passé. C'est du moins ce que nous entendons à travers les grands-parents lors de leur interview avec ABC News, ainsi que ce que Christopher Kepner a dit lors d'entretiens. Dans un précédent entretien, Christopher Kepner avait des mots très durs envers son beau-fils. Le mois dernier, il a dit au Daily Mail, «Je veux le voir en combinaison orange.» Et un point de discorde avant le procès est que Timothy vit chez son oncle et porte un bracelet GPS, mais il n'est pas obligé d'être en prison, même s'il est accusé de meurtre et d'agression sexuelle aggravée sur sa demi-sœur. Maintenant, les conditions selon lesquelles il vivait chez son oncle étaient en vigueur lorsqu'il était jugé comme mineur. Mais les choses ont changé car il est désormais considéré comme un adulte dans le système judiciaire. Les procureurs demandent sa détention provisoire, affirmant dans une requête, il représente un danger pour autrui et doit être maintenu en détention provisoire. Et ils ajoutent qu'il n'y a aucune garantie. Aucun tribunal ne pourrait avoir l'assurance que des conditions ou une combinaison de conditions seraient suffisantes pour empêcher le prévenu de représenter un danger pour autrui. Christopher Kepner a dit au Daily Mail que Timothy ne s'était pas excusé auprès de lui pour ce qui est arrivé à sa fille. Il dit aussi que lui et sa femme n'ont pas parlé à Timothy depuis décembre, lorsqu'il est allé vivre chez son oncle. Donc Timothy Hudson n'a plus de contact avec sa propre mère, Chantel Hudson. Christopher a dit que Timothy est un danger et qu'il devrait être en détention. Voici donc ce que nous savons sur les preuves qui pourraient envoyer cet adolescent en prison fédérale pendant des décennies. Le 10 mars, le gouvernement fédéral a déposé un acte d'accusation contre Timothy Hudson. Il a été rendu public, révélant que l'adolescent est accusé de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle aggravée. Et il allègue que Hudson, je cite, a sciemment et illégalement commis et tenté de commettre un meurtre. C'est l'homicide volontaire, délibéré, malveillant et prémédité de hacker, avec préméditation et intention malveillante. Cela signifie qu'il l'aurait planifié et que, selon les procureurs, ce n'était pas impulsif. Le deuxième chef d'accusation est l'agression sexuelle aggravée. Et l'acte d'accusation allègue que Hudson, je cite, a sciemment forcé Aka à se livrer à un acte sexuel et l'a fait en utilisant la force contre Aka. La décision de le poursuivre en tant qu'adulte, de le juger en tant qu'adulte, est devenue officielle le 10 avril et de nombreux documents liés à cette affaire ont été rendus publics, nous donnant un aperçu de ce que les procureurs préparent en vue du procès. Nous apprenons que le gouvernement possède des preuves, selon un document de communication des preuves rendues publiques, montrant que les procureurs fédéraux les ont remis à la défense. Autopsie, photographie, radiographie, le rapport complet du médecin légiste avec des notes et l'extraction du téléphone portable de quelqu'un. On pense qu'il s'agit du portable du père d'Anna, Christopher Kepner. 4 vidéos de caméra corporelle du shérif de Miami-Dade et des chronologies FBI créées par un agent spécial chargé de l'affaire seront aussi utilisées. Les autorités auraient aussi utilisé une technologie 3D pour reconstituer la scène et montrer comment le corps de Kepner aurait été retrouvé dans la cabine. Timothy Hudson doit comparaître en procès le 1er juin. Rejoignez-nous maintenant pour parler de cette affaire avec l'ancien procureur du comté de Palm Beach, Dave Ehrenberg. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law and Crime. Je m'appelle Chris Stewart. Je sais qu'il peut toujours y avoir une requête pour reporter un procès, mais si on regarde simplement le calendrier, qu'est-ce qui va déterminer si cette date sera réellement celle à laquelle Timothy Hudson, sera jugé? Eh bien, cela dépend s'il a demandé à être jugé rapidement.
et pour l'instant, il n'a pas renoncé à son droit à être jugé rapidement. Donc, il pourrait insister pour accélérer les choses et obliger les procureurs à poursuivre l'affaire le 1er juin, mais je soupçonne que cela va être retardé à un moment donné. C'est souvent le cas avec ce genre d'affaires. C'est juste que, vous savez, il y a ces périodes de procès de 2 ou 3 semaines qui sont prévues et le 1er juin marque le début de cette fenêtre. Je crois que c'est une période de procès de 2 semaines ici. Mais je ne connais pas de dossier aussi médiatisé que celui-ci. Il faut voir le jury. Il faut que tout soit parfaitement organisé. Je peux imaginer que cela puisse être un peu retardé. Christopher Kepner, qui est le père d'Anna Kepner, je ne peux pas imaginer ce que vivrait un parent dans cette situation. Je veux dire, c'était des gens qui partaient en croisière et puis, vous savez, menaient une vie privée. Et maintenant, tout le monde parle de votre fille qui finit par être assassinée lors de cette croisière. Il dit qu'il n'ira pas au procès. Le soutien familial, vous savez, est-ce que ça a généralement un impact sur la façon dont un procès peut se dérouler? Ah, en ce qui concerne le fait que le père va être impliqué, le père biologique, Oui, il ne le fera pas. Il dit qu'il n'ira pas au procès, qu'il ne sera pas dans la salle. Aussi, la mère biologique de Timothy Hudson, ce qui rend la dynamique familiale intéressante ici, Chantel Hudson, la belle-mère d'Anna Kepner, dit que tous les deux ne vont tout simplement pas aller au procès. J'ai l'impression qu'ils ont vu les preuves. Les procureurs ont suffisamment de preuves. Mais est-ce que, en tant que procureur, tu as besoin que la famille soit présente dans la salle d'audience? Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le jury si on en arrive là? les preuves sont solides, la présence de la famille n'est pas nécessaire. Cela peut être utile si les preuves sont faibles, car tu peux miser sur la sympathie du jury. En réalité, les procureurs n'engageront une affaire que s'ils pensent pouvoir obtenir une condamnation au-delà de tout doute raisonnable. C'est une lourde charge, mais ils peuvent s'en acquitter. Ils ont beaucoup de preuves ici et la défense n'a pas grand-chose à part dire qu'il a eu un trou noir. Cela signifie qu'il n'a pas d'intention, mais il pourrait être condamné pour des crimes graves, même sans vouloir tuer quelqu'un. Donc, je pense que cette affaire va vers la justice, un verdict de culpabilité selon moi. Je ne pense pas que la présence physique de la famille dans la salle d'audience soit importante. Christopher Kepner a également déclaré au Daily Mail, il a parlé de, vous savez, et encore une fois, c'est difficile. Comme si vous savez, n'importe quel parent qui devrait traverser ça, je compatis, de, vous savez, il trouve sa fille, elle est morte. Il dit qu'il l'a sortie de sous le lit, il savait qu'elle était morte avant que les secours n'arrivent. Est-ce le genre de témoin que vous voudriez en tant que procureur? Il dit qu'il ne veut pas aller au procès, mais quelle est la probabilité qu'il se retrouve à la barre? Je réfléchis aussi à la dynamique familiale et à son influence possible sur le récit des procureurs. Je veux dire, c'est un témoin important. C'est lui qui a trouvé le corps. Donc, il sera obligé de témoigner. Maintenant, voilà la chose. Le fait qu'il témoigne signifie aussi qu'une règle est appliquée, ce qui veut dire qu'il ne peut pas être dans la salle d'audience pendant le procès pour voir les autres témoins, car cela pourrait influencer son propre témoignage. Donc, le fait qu'il soit un témoin clé dans l'affaire signifie que ce n'est pas une question de savoir s'il doit être là par sympathie. La question est de savoir s'il est même autorisé à être dans la salle d'audience pendant que d'autres témoignent. Et donc, c'est un équilibre, parce que s'il voulait être là, vous savez, c'est un survivant ici. C'est un membre de la famille de la victime, mais en même temps, c'est un témoin clé. Mais c'est moins compliqué maintenant qu'il ne veut pas être là pour voir les autres témoignages. Je ne blâme personne, chacun fait son deuil à sa façon, et ça doit être très difficile pour un membre de la famille de devoir revivre tout ça, de traverser à nouveau le traumatisme de tout revivre. Donc je respecte sa volonté. En ce qui concerne la défense, et je sais que nous en avons déjà parlé, officiellement, nous ne savons pas quelle sera la défense de Timothy Hudson. Nous savons que les grands-parents ont déclaré à ABC News qu'il dit ne pas se souvenir et avoir eu un trou noir, selon Christopher Kepner, le père d'Anna Kepner. Il a aussi tenu des propos similaires au Daily Mail. Apparemment, l'histoire que Timothy Hudson racontait à ce jeune de 16 ans après la découverte du corps d'Anna Kepner. Pourquoi n'est-ce pas une défense? D'habitude, c'est le genre de choses. J'ai cligné des yeux et c'est arrivé sans savoir comment. Pourquoi cela semble-t-il si difficile à faire aboutir? Oui, c'est vrai, mais ils essaient de faire retirer un des éléments du meurtre au 1er degré. Et s'ils peuvent retirer ce mens rea, cet élément intentionnel, alors ils ne seraient pas reconnus coupables de meurtre au 1er degré, le crime le plus grave, ce qui pourrait entraîner la prison à vie. Il va dire qu'il n'était pas maître de ses actes. Il lui manquait l'intention spécifique.
D'accord. Et cela pourrait vraiment signifier qu'il serait déclaré non coupable. Vous devez démontrer la préméditation. Vous devez prouver ce qu'on appelle l'intention homicide préalable pour être condamné pour cela. C'est pourquoi ils essaient d'utiliser ce récit d'impulsion ou de trou noir pour essayer de faire requalifier l'accusation en meurtre au second degré ou en homicide involontaire, ce qui est encore moins grave. Donc, je pense que c'est probablement intelligent parce que les preuves sont si solides qu'il a tué Anna qu'il serait, à mon avis, insensé de dire que non, il ne l'a pas fait. Un autre tueur mystérieux, le vrai coupable, serait l'auteur des faits. Donc, ils sont malins et essaient d'obtenir une qualification moins grave. Si la défense parvenait à sortir, peut-être qu'ils, si c'est la stratégie qu'ils choisissent et qu'ils arrivent à le présenter devant un jury comme une figure sympathique, ce n'est qu'un garçon de 16 ans. Il a eu un trou noir, il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. En tant que procureur, comment contrer cela? Eh bien, vous pouvez compter sur le fait que la défense va insister sur le fait qu'il était mineur à l'époque. Ils vont dire que ce pauvre garçon, vous savez, qui avait alors 16 ans, vous le jugez comme un adulte, c'est un abus de pouvoir de la part du gouvernement. Et ils vont l'habiller avec un pull façon frère Menendez ou des grosses lunettes comme Nicolas Cruz pour essayer de l'infantiliser. Je pense que ça va arriver, c'est certain. En tant que procureur, vous vous concentrez sur les preuves et sur le fait que la victime elle-même était une jeune fille qui n'aurait jamais dû perdre la vie de cette façon. Et comment il ne s'agit pas simplement d'une situation où il a eu un trou noir, mais qu'il y a eu préméditation. Cela montre une certaine planification. Cela montre une tentative d'échapper à la responsabilité, d'échapper à l'arrestation en essayant de cacher le corps en mentant. Vous voulez montrer qu'il s'est déjà comporté de manière inappropriée avec Anna auparavant. Rappelez-vous, Anna a un ex-petit ami qui a dit que oui, ce gars-là, le demi-frère, il draguait Anna à l'époque. Et donc, ce genre de choses va influencer un jury. Un autre aspect, et je veux le formuler avec délicatesse, concerne l'une des accusations qu'il affronte, où la défense voulait invoquer la légitime défense ou un argument similaire. Je ne sais pas s'ils ont ça, mais si c'était le cas, le fait qu'il soit accusé et qu'il y ait soi-disant des preuves montrant qu'elle a été abusée sexuellement. Comment cela influence-t-il la manière dont la défense pourrait plaider la légitime défense? On a l'impression qu'avec cet élément, il serait difficile de faire valoir cet argument. C'est crucial car cela sert aussi d'ancrage à l'accusation de meurtre commis lors d'un autre crime. Rappelez-vous, il existe plusieurs moyens de le faire condamner ici. Et si le meurtre a lieu pendant la commission d'un autre crime grave, comme une agression sexuelle aggravée, alors il est condamné pour les deux chefs d'accusation. C'est là que ça devient important. Ce n'est pas seulement important en soi de prouver qu'il a commis un abus sexuel et de le tenir responsable, mais c'est aussi important pour l'affaire de meurtre. Même si vous démontrez qu'il n'avait pas l'intention de la tuer, il peut quand même être reconnu coupable de meurtre. En plus, rien qu'en montrant les faits selon lesquels il l'aurait agressé sexuellement, toute la bonne volonté que la défense va essayer de créer, par le fait que c'est ce jeune homme, ce garçon, qui a simplement eu des problèmes médicaux et a perdu connaissance. Ça ne va pas marcher avec un jury qui croit qu'il a commis une agression sexuelle aggravée contre la pauvre Anna. Que pensez-vous du fait qu'il soit dehors en ce moment avec un bracelet GPS chez son oncle? Apparemment, il a tout fait à la lettre. C'était le plan, c'était l'accord quand il était jugé comme mineur. Mais maintenant qu'il fait face à ces accusations devant un tribunal pour adultes, je pense que la question que beaucoup de gens se posent, c'est comment se fait-il qu'il ne soit pas en détention provisoire en ce moment? Oui, il y a toujours une préférence pour la remise en liberté avant le procès. C'est comme ça dans le système fédéral. C'est même le cas dans le système judiciaire des États. Et quand tu es mineur, tu bénéficies de le bénéfice du doute à ce niveau-là. Je comprends pourquoi les gens voudraient qu'il soit derrière les barreaux. Après tout, il est accusé des crimes les plus graves. La plupart des personnes accusées de meurtre au premier degré ne sont pas libérées avant le procès, mais c'est une situation inhabituelle parce qu'il avait 16 ans à l'époque. Et il a également bénéficié d'une libération sous caution pendant des mois avant le procès. Et souvenez-vous, il était sous surveillance GPS chez son oncle sans la moindre infraction. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas. Je ne crois pas qu'il présente un risque de fuite ni un danger pour la communauté, mais il doit être tenu responsable. Mais en même temps, je ne vais pas perdre le sommeil parce qu'il est libéré avant le procès. Et quand il s'agit de revenir à sa défense, et si la défense qu'il choisisse est du genre il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, il a eu un trou noir. Du côté du procureur, parce que je sais que sa mère, lors du procès civil qui était en cours, l'affaire de garde, elle avait dit qu'il avait un TDAH et de l'insomnie.
Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas comment cela contribue. Si cela pouvait jouer un rôle dans le fait que quelqu'un ait un trou noir et ne sache pas ce qui s'est passé, s'il avait soi-disant tué quelqu'un. Mais comment, en tant que procureur, ou peut-être encore plus du côté de la défense, comment fait-on? Est-ce qu'il faut un diagnostic ou quelque chose pour vraiment donner un fondement à cela, au lieu de simplement dire «je ne me souviens pas de ce qui s'est passé»? Ce sera un témoignage d'experts, ce sera la bataille des experts, ce qui peut parfois créer un doute raisonnable, parce que si le jury se dit « cet expert dit ceci, l'autre expert dit cela, comment puis-je en être sûr ?» Donc, il faut une corroboration. Il faut présenter suffisamment de preuves pour que le jury pense « oui, l'un de ces médecins est crédible, l'autre est un charlatan ». C'est ce que vous espérez en tant que procureur. Maintenant, il est intéressant que le médecin légiste ait dit qu'elle est morte parce qu'elle avait été maintenue dans une prise d'étranglement. Une prise d'étranglement. Quand il dit que j'ai eu un trou noir, je ne m'en souviens pas. Cela montre une intention quand on étrangle quelqu'un ainsi. La défense va répondre. Ils vont faire venir leurs propres experts pour dire que c'était une lutte qui est allée trop loin plutôt qu'une exécution délibérée. Et c'est pourquoi cela deviendra toujours une bataille d'experts. Au fait, juste en passant, entendre l'explication sur son insomnie comme conséquence, ça me rappelle chaque fois qu'une célébrité a des ennuis et fait quelque chose de stupide. Ils invoquent toujours, soi-disant, la déshydratation et le manque de sommeil ou quelque chose comme ça, d'accord? Vous savez, je veux dire, je pense que le public est assez conscient de ses excuses et je ne pense pas qu'ils vont y croire. Oui, ce sera intéressant. Je veux dire, à un moment donné, quand on en arrive là, sur le plan des experts, et c'est un cas complètement différent, mais je me souviens de Karen Reed, il y avait ce débat. Est-ce que c'est un expert en morsure de chien? Comme, est-ce que cette personne devrait vraiment être autorisée à témoigner? Comment cela peut-il impacter la chronologie de tout ça? Si la défense fait venir ses experts, les procureurs disent donc que cette personne ne devrait pas témoigner devant un jury. L'expert doit être autorisé à témoigner. On ne peut pas présenter n'importe qui. Il faut une personne qualifiée et le juge décide si elle peut témoigner. Mais ensuite, l'accusation peut pointer les failles et dire « Vous témoignez toujours pour la défense dans chaque affaire, n'est-ce pas? » 100 affaires, toutes au nom de la défense. Et vous dites toujours la même chose. Cela peut discréditer un expert car cela donne l'impression d'un expert à gage plutôt que d'une autorité médicale objective. Oui, nous verrons ce qui se passera ensuite. Pour l'instant, la date prévue est le 1er juin. On ignore encore si un procès aura lieu ce jour-là. Law and Crime, je suis Chris Stewart. Merci, Chris. C'est tout pour On the Case présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et sur Spotify et retrouvez-nous sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À bientôt.